Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Comment allez-vous ? Cette question pourrait nous amener à nous confier sur notre santé mentale, pourtant ce sujet est encore tabou. Troubles anxieux, schizophrénie, bipolarité, la semaine de la santé mentale est l'occasion de lever le voile sur ces maladies méconnues et d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin et à leurs proches. On en parle tout de suite. Ce soir, je reçois Elvina Lucas qui va partager avec nous son parcours. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait votre première tentative de suicide à 19 ans. À 32 ans, vous avez été diagnostiquée bipolaire. Après un parcours fait d'ombre, mais aussi de persévérance, vous êtes aujourd'hui une femme de 45 ans, fière de vos 3 enfants et fière de votre travail. Vous nous raconterez tout cela. Comment ça va ce soir ? Ça va, merci. À vos côtés, je reçois Patricia Waro, infirmière de réhabilitation psychosociale. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Elvina depuis plus de 20 ans. Vous partagerez avec nous votre regard de professionnel. Vous nous parlerez aussi des autres troubles psychiques et de l'aide qu'on peut leur apporter. Comment allez-vous, Patricia ? Je vais bien, merci. En cours d'émission, nous entendrons d'autres témoignages, ceux de célébrités qui ont pris la parole publiquement sur leurs troubles psychiques. Ce sera la revue de presse de Stéphanie Marlier. Puis en fin d'émission, nous passerons à un tout autre sujet. Chloé Yentao embarque aux côtés d'Aïlé Tikouré de l'association Kenyuan Project. Objectif, faire revivre les pirogues traditionnelles. Merci à toutes les deux d'être sur le plateau de Ça vous parle ce soir. Merci tout particulièrement à vous, Elvina. Vous avez accepté de partager votre histoire avec nos téléspectateurs. Ce n'est pas forcément un exercice facile, donc merci. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile de parler de santé mentale qu'avant ou c'est encore un sujet tabou ? Disons qu'on n'aborde pas le sujet comme ça. On parle plus facilement de dépression, mais de dépression un peu, j'ai le blues comme ça, mais pas de dépression où on a envie d'idées suicidaires ou des passages à l'acte, des hospitalisations, ça... c'est encore un peu tabou. C'est encore un peu tabou. Alors, on va retracer ensemble votre parcours. Dès l'adolescence, vous souffrez de troubles anxieux. Et jusqu'à commettre votre première tentative de suicide à 19 ans ? Disons que ça s'est passé vraiment... comment dirais-je c'est là maintenant, ça va pas. Et c'est là maintenant que je supporte plus la douleur. La souffrance, la culpabilité de ne pas être comme il faut. De ne pas être bien. Voilà, de ne pas être bien pour le regard des autres. Et moi, c'était important, c'est de plaire à mes parents, à moi d'abord. Mais j'étais pas en accord avec moi-même. Du coup, après, on se fait juge, avocat, bourreau. Et puis, il n'y a pas d'avocat, en fait. Et on s'auto-juge, quoi. Jusqu'à 32 ans, vous avez une période faite justement de troubles anxieux, d'autres tentatives. Oui. Et à 32 ans, vous êtes diagnostiquée bipolaire. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé, ce diagnostic, pour vous ? Qu'on puisse mettre une thérapie adéquate, que je suive, parce que ça, c'était pas évident de suivre aussi la thérapie, parce qu'à un moment, que ça va bien, parce que ça va bien, on arrête tout le traitement. Alors que le traitement... c'est fait qu'on va bien. Donc, en fait, il faut poursuivre le traitement. Et après, c'est l'acceptation de la maladie. Pendant des années encore, j'ai cru que, j'allais guérir comme ça. Et en fait, c'est une sensibilité que l'on a et qu'il faut accepter de l'avoir. Un petit fardeau que l'on traîne avec soi, mais qui a... avec la thérapie non médicamenteuse ou médicamenteuse, permet d'avoir une vie normale. Et quand on vous a dit « vous êtes bipolaire », est-ce que c'était un soulagement de comprendre ce qui se passe ou ça vous a fait peur, le mot ? Non, au moins il y a un nom dessus. Et puis après, on sait quelle conduite ou comment se prendre en charge et aller chercher l'aide. Alors justement, on parle d'aide, donc je me tourne vers Patricia. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la bipolarité ? Quels sont les symptômes ? Alors, la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur qui va se signaler par des phases d'excitation psychique avec une exaltation de l'humeur, une impression que tout est possible, qu'il n'y a plus d'obstacles. Une forme d'euphorie ? Une forme d'euphorie
La personne souvent ne dort quasiment plus. Au bout de 2-3 heures de sommeil, elle pète la forme. Il peut y avoir dans le contact beaucoup de familiarité, de côté ludique, la personne joue beaucoup, mais aussi parfois de l'irritabilité. Tout ça s'enchaîne très rapidement. Souvent, comme il y a vraiment une activité psychique intense, que ça va à 1000 à l'heure dans la tête. Du coup, il y a le débit de parole aussi, souvent, qui est vraiment accéléré. Les personnes parlent, et on ne les suit pas et ça fuse dans tous les sens. Et donc, il y a ces phases d'excitation. Et puis, après, il y a des phases vraiment, au contraire, de dépression, mais de dépression vraiment très profonde, qui vont jusqu'à ce que nous, on appelle la mélancolie, où vraiment la personne est au plus bas avec beaucoup de tristesse, de la dévalorisation, de la culpabilité, plus envie de rien faire, plus en capacité de prendre soin d'elle, mais vraiment très très profond. Et ces phases sont plus ou moins longues. Et heureusement, entre deux, il peut y avoir des moments où les personnes soufflent et elles ont une humeur normale. Et la bipolarité, ça se soigne? Vous dites que vous avez pu suivre des traitements. Alors la bipolarité, c'est une maladie chronique, mais qui effectivement se soigne bien. Déjà au niveau traitement par médicaments chimiques, ça se traite bien. Et puis, comme disait quand même Elvina aussi tout à l'heure, il y a aussi toutes sortes d'autres traitements non médicamenteux qui peuvent accompagner. Alors vous avez une longue période où ça allait beaucoup mieux. Oui. Et vous avez fait une rechute en mai dernier. Ça veut dire qu'il faut quand même rester vigilant tout le temps. Oui, comment vous le ressentez? Voilà, en fait, il faut se connaître et puis il faut être attentif à soi. À un moment, moi je dis, je ne suis pas sortable, je ne suis pas visible. Donc je préfère me mettre en arrêt et pas faut avoir de la pudeur avec sa mauvaise humeur. Voilà. Moi, je dis comme ça. Et du coup, je préfère déprimer tranquille chez moi, dans mon nid douillet, où mon chéri prend soin de moi, il est compréhensif, mes enfants aussi. Bon, maintenant, elles sont à Bordeaux, puis ma petite dernière a pris son envol du nid, mais elles savent que c'est grâce à elles et pour elles que je tiens le choc de suivre mon traitement, de me sortir. Voilà, de faire appel à Patricia pour dire là, il faut faire quelque chose. Alors, justement, Patricia, quel est votre rôle? On dit réhabilitation psychosociale, ça veut dire quoi? Sur quoi vous travaillez avec Elvina? Alors, avec Elvina, il y a eu une période où elle était venue me voir pour travailler sur l'estime de soi. Parce qu'Elvina a des valeurs dans sa vie qui sont très belles, mais qui sont très importantes et qui la rongent de culpabilité dès qu'elle n'arrive pas à atteindre ses idéaux. Et donc un travail sur l'estime de soi. Et puis on a travaillé aussi une fois, elle est revenue me voir en me disant j'ai envie que tu m'aides à retrouver des rituels de vie qui me permettent de retrouver la joie. Parce qu'elle était dans une phase un peu de dépression et c'était compliqué pour elle. Donc elle avait revu le médecin, il y avait un traitement qui avait été mis en route, mais elle sentait qu'il fallait faire plus. Et voilà. Donc on a parlé des hormones du bonheur et comment faire pour booster un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous faites quand ça ne va pas? C'est quoi la petite astuce qui vous... Déjà de couper ce système de pensée dévalorisante. Faut être rationnel dans la vie. Voilà. Je suis propriétaire, j'ai un job, mes 3 enfants sont normaux, elles sont bien, elles sont tellement bien qu'elles ont des chéris chacune bien qui leur va bien. Et faut voir ce qui a fonctionné. Voilà, c'est ça. Voilà, faut s'accrocher à ce qui fonctionne. Voilà. Okay. Et pas faire un prospectus de son bonheur et faire un monument de sa douleur. Okay, c'est bien résumé. Alors, avant de suivre un parcours de soins, il faut bien sûr poser un diagnostic et donc en parler à son entourage ou à des professionnels. Mais le sujet, on vient de le dire, est encore tabou. Pourtant, certaines célébrités commencent à parler de ce sujet. C'est la revue de presse de Stéphanie Marlier. La nageuse et championne olympique Laure Manodou qui brise le tabou en parlant de sa dépression postpartum après la naissance de son 3e enfant aux Médias Bruts mardi dernier.
Ça veut dire que pendant 1 an, j'étais en dépression. Je me suis sentie submergée, étouffée. C'était trop, en fait. Il y avait trop de... C'était oppressant. J'ai pas appelé tout le monde en disant je fais une dépression, maintenant c'est fini. Ou non, vraiment, j'ai fait comme tout le monde, j'ai appelé personne. Et franchement, c'est dommage. En début d'année, c'est le chanteur belge Stromae qui a raconté sa dépression et ses pensées suicidaires sur le plateau du journal de 20h de TF1 en chanson. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Mais pourquoi la santé mentale des stars est si souvent mise à rude épreuve ? Contacté par le HuffPost, Jamil Daklia, sociologue des médias spécialisés dans la culture des stars, avance que la célébrité est un fardeau. Elle peut être une source de confusion sur l'identité. Les stars mettent en scène leur vie privée pour construire leur image publique. Ce n'est pas réellement soi, mais il faut faire comme si ça l'était. Une analyse rejointe par Élise Ancard, psychologue du sport à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Pour elle, l'intimité est extrêmement fragilisée à cause de la culture de l'image, du réseau social et de l'instantané. Il n'y a plus de différence entre l'intériorité et l'extériorité. Des réseaux sociaux qui rendent pour le sociologue plus direct l'impact de ces phénomènes d'exposition et de jugement par autrui, mais qui en même temps offrent aujourd'hui le moyen aux stars de s'exprimer. Un propos rejoint par le psychiatre Jean-Victor Blanc, pour qui cela est un moyen très efficace de parler de santé mentale et de changer les idées reçues. Il estime qu'il faut promouvoir ce type de paroles pour briser les tabous. Une réaction, Elvina ? Vous pensez que c'est une bonne chose que les stars s'emparent, elles aussi, prennent la parole sur ce sujet ? Oui, de toute façon, à un moment, faut arrêter de se voiler la face. Il faut en parler pour que non seulement la famille, déjà soit personnellement quand on est malade, on a du mal à l'accepter, que la famille soit compatissante et bienveillante et accompagne comme il le faut. Des fois, il faut prendre rendez-vous avec le psy et pour pouvoir aider le malade. Mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que ma psy, elle a convoqué mes 3 filles pour leur expliquer mon état et que si elles avaient des questions dessus ou si elles voulaient savoir quelle attitude avoir pour m'aider, sachant que maman doit rester maman et les enfants, les enfants. Okay. C'est vrai qu'on parle aussi davantage de santé mentale depuis que notre santé mentale à tous a été mise à rude épreuve pendant les confinements liés au Covid-19. Le quotidien suisse Le Temps a d'ailleurs relayé un chiffre à ce sujet en début d'année. La santé mentale est une des grandes victimes de la pandémie de Covid, avec un bond de plus de 25% des cas d'anxiété et de dépression dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous avez ressenti une plus forte détresse parmi vos patients, Patricia, pendant cette période ? Alors, en Calédonie, je pense qu'on a été quand même un peu épargné par rapport à certains autres pays. Mais malgré tout, oui, on a vu de l'anxiété beaucoup à certains moments, surtout au début, quand c'est arrivé, quand on ne connaissait pas encore. Voilà, il y a eu beaucoup d'anxiété autour de ça, oui. Alors justement, on a parlé de la bipolarité d'Elvina, mais il y a d'autres troubles psychiques, notamment les troubles anxieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors les troubles anxieux, ça fait partie des maladies qui sont jugées les plus invalidantes par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et ça peut s'exprimer de différentes façons. Il peut y avoir des troubles anxieux généralisés où la personne a peur de tout. Il peut y avoir des troubles paniques. Il peut y avoir des phobies particulières, comme par exemple la peur de la foule, la peur d'un animal en particulier, la peur de l'eau, enfin peu importe. Et du coup, avoir de l'anxiété, c'est avoir une inquiétude au sujet de quelque chose. Tout le monde peut en éprouver. Mais le problème, c'est quand ces sujets d'inquiétude deviennent vraiment envahissants et qu'ils prennent tout l'espace psychique, en fait, et qu'ils deviennent tellement envahissants qu'ils en deviennent invalidants. La personne n'arrive plus à sortir, n'arrive plus à travailler, n'arrive plus à garder les liens sociaux. Ça devient vraiment, invalidant. Elvina, c'est quelque chose que vous avez pu vivre parmi les symptômes que... Oui, l'anxiété
peur de sortir parce que oui, ça se voit sur ma tête, peut-être que je suis pas bien, la peur de ne pas être à la hauteur en tant que maman, en pleurer, dire oui, j'ai pris la garde de mes filles, mais est-ce que je m'en sortirai? Faut que je sois forte, mais on passe un moment noir et heureusement, c'est ça qu'avec l'infirmière de réhabilitation, on travaille pour contrecarrer ces idées noires, non seulement avec la chimie, mais en relativisant, en pensant à bien, en étant dans la gratitude. Voilà, faut reposer les pieds sur terre et pas se laisser happer par le côté obscur. Alors parmi les troubles qu'on connaît mal, ou en tout cas qui ont plein de préjugés, il y a la schizophrénie. Notamment, il y a des images de cinéma qui ne sont pas forcément toujours justes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la schizophrénie? Alors la schizophrénie, effectivement, c'est pas comme le cinéma le montre. C'est pas un dédoublement de personnalité. C'est une maladie chronique aussi, et qui va, elle, se manifester par des troubles de la perception, c'est-à-dire ça va toucher les 5 sens. Donc, on va parler d'hallucinations. Ils vont voir, entendre, ressentir des choses qui n'existent pas. Ça va donner lieu à des idées délirantes qui vont engendrer à leur tour beaucoup d'angoisse. L'angoisse est souvent très, très forte et du coup, beaucoup d'agitation. Ça va atteindre aussi tout ce qui est émotionnel, avec des difficultés à ressentir des émotions, des difficultés à les exprimer, des difficultés à les gérer. Ça touche aussi tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, le raisonnement. Et ça touche aussi quelque chose, une autre zone du cerveau qui est responsable de l'action, et du coup ça donne des personnes qui ont du mal à passer à l'action, et on les retrouve, l'entourage pense qu'ils sont fainéants, qu'ils ne veulent rien faire, mais en fait c'est vraiment un symptôme aussi de la maladie. Alors en préparant cette émission, vous me disiez ce qui est extraordinaire dans le parcours d'Elvina, c'est qu'elle n'a jamais hésité à demander de l'aide. En quoi c'est exceptionnel? Alors, disons que c'est pas tout le monde qui ose demander de l'aide. Laure Manodou tout à l'heure disait moi j'ai pas parlé, j'ai pas appelé à l'aide et j'ai souffert toute seule dans mon coin finalement. Oui, et la plupart des gens, souvent c'est le cas. Alors Elvina, en plus, non seulement elle demande l'aide, mais après, une fois que l'aide elle est là, elle la saisit vraiment, et elle se saisit de chaque outil qu'on lui propose, et elle s'y exerce et elle va vraiment de l'avant. Alors, puisqu'on parle d'aide, on va partager avec nos téléspectateurs quelques numéros, notamment celui de SOS Écoute. C'est une cellule d'aide anonyme et gratuite, et le numéro, c'est le 05 30 30. Elvina, vous avez déjà utilisé ce numéro, oui, je crois. Oui. Dans quel objectif? Pour parler à quelqu'un, déjà, et que j'avais pas envie d'en parler à mes parents ou à une copine, mais c'est juste vider un peu son sac, voilà. Comme on dit, on jette les déchets dans la poubelle, ou on fait sa toilette, on ferme la porte de la salle de bain. Il y a des déchets qu'on doit vider en toute intimité. Voilà. Et vous me disiez que vous aviez déjà appelé ce numéro aussi pour partager des bonnes nouvelles. Oui, parce que je leur ai dit, au fait, la dernière fois, j'ai appelé parce que ça va pas. Mais là, j'appelle parce que ça va bien. Mes filles, elles ont réussi leur concours. Elles partent en France. Pour dire que, voilà, ça a servi que... Voilà, ça fait du bien. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi appeler le centre médico-psychologique situé rue Gallieni à Magenta au 27 52 56. Et là, Patricia, le patient est d'abord reçu pour un entretien préalable. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, juste petite rectification, pardon, c'est pas à Magenta, c'est rue Gallieni. À Nouméa, oui. Rue Gallieni. Et sinon, alors, la personne qui ne va pas bien, effectivement, peut se rendre au CMP. Si ce n'est pas urgent, elle peut se rendre au CMP, et elle peut être reçue par un infirmier qui va procéder à ce qu'on appelle un entretien d'écoute et d'orientation. Il écoute la personne, il accueille ce qu'elle vit, et au regard de ce qu'elle vit et de comment elle va, la personne, il l'oriente
vers un médecin, vers un psychologue, vers un bon professionnel. Voilà. Donc ça, effectivement, ça peut être un petit peu long. Et en cas d'urgence, si on se sent soi-même en danger ou que nos proches se sentent en danger, à qui on peut s'adresser? Du coup, il y a les urgences du Medipôle. On peut aller là-bas. Et il y a des urgences psychiatriques sur place. Donc les personnes seront ensuite vues par un psychiatre et il y a des infirmiers psychiatriques aussi. D'accord. Et puis on peut toujours appeler le 15? Ah oui, alors le 15, souvent on recommande aux gens de faire appel au 15 lorsque les personnes qui ne vont pas bien n'ont pas conscience de leur état et refusent de se faire soigner. Et du coup, l'entourage peut faire appel au 15 pour dire « venez, il y a besoin d'aide ». Et si l'entourage se sent en insécurité, ce qui peut arriver aussi parfois, du coup c'est le 17. Voilà, tout à fait. Okay. Et il ne faut pas hésiter. On arrive presque à la fin de cette émission. Elvina, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur votre parcours ou un message à partager avec... Moi, je dis qu'il ne faut pas se voiler la face. Faut assumer le fait qu'on ait besoin d'un coup de main. C'est pas une honte d'avoir besoin d'un coup de main, surtout tous les professionnels qui sont à notre disposition pour un mieux-être, pour une vie normale, entre guillemets, avec la maladie d'un côté, le traitement de l'autre, l'accompagnement de l'autre, et puis pour un bien-être pour la famille et pour soi surtout. De pouvoir continuer à travailler, prendre la voiture, aller se promener, voilà, une autre vie. Une autre vie. Alors justement, pour la petite note d'espoir, vous êtes propriétaire d'une maison, je crois que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et qui est un symbole pour vous aussi de ce parcours. Pendant 3 ans, ça allait bien. Voilà, avec le soutien de Patricia aussi, on a travaillé sur la confiance, l'estime de soi, les valeurs. Et du coup, ça m'a donné cette estime de soi et cette confiance en soi. M'ont dit, voilà, avant mes 43 ans, je suis propriétaire. Et pendant 3 ans, je n'ai pas eu d'arrêt maladie. Oui, on ne l'a pas dit, mais vous êtes aide-soignante. Oui, je suis aide-soignante. Et du coup... j'ai dit à ma tutrice, qui est la tutrice du CHS, voilà, on va mettre des sous de côté parce que mon but, c'est d'être propriétaire. Et vous avez atteint votre but. Voilà, et j'ai signé pendant le premier confinement, comme quoi... Comme quoi, les confinements n'ont pas eu que... Ouais. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir partagé vos expériences respectives. On va maintenant passer à un tout autre sujet. Chloé Yentao est allée à la rencontre d'Aïlé Tikouré, une plongée dans la tradition des navigateurs océaniens. Regardez. Salut Aïlé. Salut Chloé. Alors on te connaît principalement pour ton engagement dans la valorisation, la réaffirmation des savoirs de la navigation issus de la culture kanak et plus généralement de l'Océanie. Et c'est un peu pour ça que tu as créé l'association Kenyuan Project. Oui, voilà, c'est dans ce but de réaffirmer les savoirs qui émanent de nos peuples, d'ici et d'Océanie, comme tu l'as dit. Et c'est axé autour de la construction et de la navigation. D'accord, on va tenter d'en apprendre un peu plus avec toi aujourd'hui, merci. Okay. Avec l'association, en ce moment, on est sur un manuel scolaire à destination des enfants, cycle 3. Dans le but de répondre justement aux questions qu'on retrouvait le plus souvent sur le terrain, quel type de voile on a, quels sont les éléments, comment on appelle telle partie de la pirogue, édité en français et en nkweni, qui est la langue parlée à l'île des Pins. On cherche des fonds pour terminer ce manuel scolaire. On travaille beaucoup avec le laboratoire Eralo, avec des illustrateurs locaux. On est sur la dernière phase où c'est correction et puis on va aller chercher la critique des gens pour essayer d'améliorer notre outil, quoi. C'est un poster en fait, la couverture. Ah oui ? C'est un bambou gravé des pôles à boire. Et ça raconte la méthode de construction des pirogues jusqu'au voyage. J'ai commencé à m'engager dans ces travaux-là parce que c'est au niveau de ma famille, mon île, il y a une particularité que tout le monde connaît, c'est qu'à l'île des Pins, il y a des pirogues. Et puis je me suis posé la question pourquoi c'était chez nous, quoi. Et puis plus précisément localisé dans ma tribu. Tous les savoir-faire, les techniques et puis en matière de connaissances
j'étais impressionné de savoir à quel point le panier était bien fourni, quoi. Puis voilà, j'ai décidé de faire la même chose, on va dire, à l'échelle pays. Et c'est dans ce but-là qu'on a créé l'association, c'est pour vraiment permettre aux gens d'accéder plus facilement à des ressources ou des connaissances qui sont parfois un peu mises de côté. Et plus spécifiquement autour de la navigation et des pirogues. C'est la fin de cette émission. Merci encore à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Ça vous parle. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. À 19h55, retrouvez votre émission L'amour est dans le pré. Bonne soirée.